Bienvenue à tout le monde pour ce webinaire sur le mandat de protection future et le pacte d'associés, euh, qui va traiter de la question de comment anticiper l'incapacité d'un associé. Donc moi, je me présente, je m'appelle Mélanie Parnot, je suis avocate. Ce webinaire est organisé par Droit Quotidien LegalTech, qui est une société qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Droit Quotidien. On est du coup spécialisé sur le sujet du mandat de protection future. Notre mission est de faciliter le déploiement du mandat de protection future. La première partie de ce webinaire va concerner quelles conséquences concernant un pacte d'associés de l'absence d'anticipation si survient l'incapacité d'un associé. Dans un deuxième temps, on va mettre en avant l'avantage que présente le mandat de protection future pour pouvoir assurer la continuité d'exécution d'un pacte d'associés. Et enfin, dans une troisième partie, on va évoquer quel type de clause peut-on envisager d'introduire dans un pacte d'associés sur le sujet du mandat de protection future. La première partie, se poser la question de savoir, voilà, j'ai un pacte d'associés. Que se passerait-il si demain, l'un de mes associés se retrouvait en situation d'incapacité sans qu'aucune anticipation n'ait été prévue? Donc en fait, quand on signe un pacte d'associés, il peut y avoir différents types de clauses. En fait, il y a autant de pactes d'associés que de sociétés. En fait, c'est un espace quand même de grande liberté contractuelle. On n'a pas vraiment voilà, de liste exhaustive de clauses qui peuvent être imaginées dans des pactes d'associés. Toujours est-il que, euh, en général, on retrouve dans des pactes d'associés des clauses qui vont organiser les cessions de titres. C'est un peu le noyau dur d'un pacte d'associés, c'est d'organiser le rachat des titres si survient à différents événements. À titre d'illustration, si par exemple vous avez un mandataire social ou un salarié qui détient des parts de la société, eh bien on peut imaginer que dans un pacte d'associés, en cas de départ de la société, il y a une obligation de céder les titres, par exemple. Ou bien on peut avoir une autre typologie de clause comme la clause de sortie forcée qui va imposer, dans certaines conditions, à tous les associés de céder leurs titres à un repreneur. Donc, pour évidemment éviter que si une des personnes refuse de céder ses parts sociales ou actions, eh bien, la cession soit impossible. Donc, ces clauses sont très importantes parce qu'elles vont garantir eh bien, que l'évolution, on va dire, de la société, de l'actionnariat de la société, soit toujours, on va dire, le plus adapté possible à la situation. Donc après, on peut aussi avoir des clauses qui vont concerner des engagements concernant des votes spécifiques. Et on a aussi des clauses dans lesquelles on va donner procuration. Donc on peut notamment imaginer des clauses qui donnent pouvoir aux mandataire social de la société de signer certains actes au nom et pour le compte des associés qui sont également mandataires, qui sont également contractants du pacte d'associés. Donc, ces trois typologies de clauses-là vont être impactées en cas de survenance d'une incapacité. Notamment, en fait, avant même la mise en œuvre de la protection. Quand une personne, donc prenons l'exemple d'un associé qui se retrouve dans le coma, on a besoin de mettre en œuvre certaines clauses du pacte. Eh bien, pendant toute une période, on va se retrouver complètement bloqué, tout simplement parce qu'on n'a personne, on n'a pas d'interlocuteur, parce que la mise en place d'une mesure de protection, ben, ça prend en moyenne entre 6 et 12 mois. Donc, si vous avez à ce moment-là besoin de mettre en œuvre une clause de sortie forcée, par exemple, eh bien, vous allez être bloqué tant que vous n'aurez pas un tuteur ou une personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale pour signer l'acte. Et si toutefois vous aviez prévu un système de procuration, eh bien, même les procurations sont paralysées. Pour quelles raisons? D'abord parce que le mandataire, s'il a été désigné pour agir au nom de l'associé ou des associés, bah, ce mandataire, il intervient au titre d'un mandat de droit commun qui est régi par le Code civil.
Or, ce que prévoit ce mandat, c'est l'obligation, conformément à la loi, de rendre compte. Et en fait, quand on a quelqu'un qui est en incapacité, même s'il n'est pas encore sous protection, ben, on n'a plus la possibilité d'exécuter le mandat correctement puisqu'on ne peut plus rendre compte. Alors, il n'y a pas de jurisprudence qui, on va dire, régit ces situations-là. Aujourd'hui, on ne sait pas trop. Quelqu'un qui est plus en état d'exercer on va dire, son contrôle sur son mandataire, est-ce que cela paralyse ou pas le mandat? En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un énorme risque à exécuter le mandat, tout simplement parce qu'il y a un risque d'annulation, puisqu'on a ce qu'on appelle la période suspecte en matière de droit de la protection, et tous les actes qui ont été passés dans les 24 mois qui précèdent la publication d'une tutelle, eh bien, risquent d'être annulés. Donc, ça veut dire que en tant que euh, mandataire social, si on est mandaté pour faire signer certains actes à la place des associés, mais on va se poser la question de est-ce qu'on le fait ou pas, compte tenu du fait qu'on a, alors ça, on n'est pas mandataire social au titre de la société, en tant que, c'est pas le mandat social de la société, mais c'est plutôt le mandat qu'on va donner à quelqu'un d'exécuter le pacte au nom des associés. C'est dans ce cadre, ce mandat-là, qu'on est qu'on est paralysé avec ce risque d'annulation de tous les actes qui seront passés par la personne qui a été mandatée dans le cadre d'une clause de mandat qui est prévue dans le pacte. Une fois que la mesure de protection est mise en place, si c'est une tutelle, il faut savoir que déjà toutes les procurations qui sont prévues, elles sautent de plein droit, quel que soit ce que vous avez prévu dans votre pacte. Si on donnait procuration à la société ou au mandataire social de la société de faire certains actes au nom et pour le compte des associés, ben, ça ne fonctionnera plus pour ce qui concernera la personne sous tutelle. Par ailleurs, et c'est le point, on va dire, le plus important, c'est que le tuteur lui-même ne pourra pas signer. Admettons que vous avez prévu une clause de sortie forcée ou une clause de bad leaver, le tuteur ne pourra pas signer l'acte de cession lors de mouvements parce qu'il devra demander l'autorisation du juge des tutelles. Et ça va poser pour tous les actes de disposition. Donc ça va poser des gros problèmes de délai et d'insécurité. En effet, ce que prévoient les dispositions sur la tutelle, c'est que tout ce qui va être cession de titres, donc apport en société, se constitue des actes de disposition qui sont soumis à autorisation du juge des tutelles. Et donc, en plus de cela, ce qui est prévu par le Code civil, c'est qu'il devra y avoir 2 avis de valeur ou une expertise qui devra être précisée la valeur des titres objets de la cession. Et c'est sur cette base-là que le juge des tutelles pourra donner son autorisation. Donc ça, c'est vrai que donc ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir dérouler, on va dire simplement la clause qui est prévue dans le pacte. On va être obligé d'introduire dans la procédure de mise en œuvre du pacte, eh bien, l'intervention du juge des tutelles, même si ce n'est pas ce qu'on avait imaginé initialement. Parce que c'est des dispositions d'ordre public qui vont s'imposer aux contractants du pacte d'associés. Donc, ça veut dire que si on a un pacte d'associés avec une tutelle qui intervient, eh bien, on va avoir une période de latence avec la nécessité de demander l'autorisation du juge des tutelles. Et c'est vrai qu'on est aussi face à des magistrats qui ne sont pas forcément à l'aise avec tout ce qui va toucher le droit des sociétés et les pactes, et qui risquent voilà, de demander beaucoup d'informations, de prendre beaucoup de temps, et qui peut-être vont refuser parfois la signature de l'acte, quand bien même ce serait l'application bête et méchante du pacte. Donc on a vraiment une incertitude face à ça. Alors, la tutelle, c'est une hypothèse de mesure de protection quand une personne a besoin de représentation. Il y a une autre typologie de mesure de protection qui est possible, c'est l'habilitation familiale. Donc là, c'est le cas où on va désigner un très proche de sa famille. Le juge des tutelles, au lieu de désigner dans le cadre d'une tutelle, il peut choisir de mettre en place une mesure de protection simplifiée qui est très intéressante parce que là, le mandataire, la personne habilitée a le pouvoir de signer les actes de disposition.
Donc, sans autorisation du juge. Donc là, en fait, on aurait plutôt tendance à demander, dans ce cas-là, si on se retrouve avec une personne qui est dans le coma, à essayer d'inciter pour que cette personne soit placée sous habilitation familiale pour éviter d'avoir à demander l'autorisation du juge des tutelles. Le gros souci, c'est que cette habilitation familiale, elle met tout autant de temps à se mettre en place que la tutelle. Et il n'est pas du tout certain que le juge des tutelles opte pour l'habilitation familiale. Ça ne fonctionne que pour la famille très proche, donc tout ce qui est conjoint et puis descendants et frères et sœurs, descendants, ascendants et frères et sœurs. Il faut que toute la famille s'entende super bien, sinon le juge ne mettra pas en place. Et il ne faut pas que le patrimoine soit trop important. Et donc c'est vrai que si vous avez des actions dans l'histoire, eh bien, et qu'il y a, voilà, le juge aura un doute sur le fait qu'il n'y a pas un patrimoine important. Et donc, il aura plutôt tendance à basculer sur une tutelle plutôt que sur une habilitation familiale. Et donc, il y a quand même de forts risques qu'on se retrouve dans une configuration comme celle-là, avec la nécessité, enfin, avec une tutelle. Et donc, avec la nécessité, pour tout ce qui va être mise en œuvre du pacte d'associés, de passer par le juge des tutelles, une autorisation du juge des tutelles. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on va pouvoir se libérer si on met en place un mandat de protection future authentique. En fait, quand on met en place un mandat de protection future authentique, eh bien, on va permettre au mandataire de protection future qui sera désigné, donc le mandataire de protection future, on va le désigner par avance, et sa mission sera de représenter l'associé concerné, pour tous les actes qui soient d'administration ou de disposition. Et il n'y aura pas besoin d'autorisation du juge des tutelles pour tous les actes de disposition à titre onéreux. Donc ça veut dire, à part les actes qui concernent le logement, mais ce n'est pas notre sujet puisqu'on est dans la logique de mise en œuvre d'un pacte d'associés. Donc cela signifie que eh bien, en cas de mise en place d'un mandat de protection future, par avance, on aura une personne qui sera en mesure d'exercer, on va dire, son mandat et donc de continuer à appliquer le pacte d'associés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mandat de protection future, ça se met en place très rapidement. On peut activer un mandat de protection future en une quinzaine de jours, là où, comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir des mois de procédure pour activer une mesure de protection plus classique. Donc ça veut dire que on va avoir la possibilité de signer tous les actes qui seront nécessaires et qui seront prévus dans le cadre du pacte d'associés sans aucune difficulté avec un mandataire de protection future qui sera très rapidement en responsabilité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par ailleurs, l'activation d'un mandat de protection future ne met pas un terme aux procurations qui ont été signées. Par exemple, si on a donné des procurations spécifiques dans le cadre du pacte d'associés, soit à la société, soit au mandataire social de la société, eh bien, l'article 2003 ne prévoit la fin des procurations qu'en cas de tutelle du mandant. Donc, ça veut dire que en cas d'habilitation familiale et en cas de mandat de protection future, les procurations ne sautent pas. Les mandats qui ont été prévus ne sautent pas. Du coup, ça donne une certaine sécurité. Si on va activer le mandat, ça va permettre au mandataire de protection future d'exécuter le mandat et toutes les procurations qui auront été prévues contractuellement, s'il n'y a pas de tutelle, eh bien, elles continueront à s'exécuter. Donc, ça fonctionne très bien, sous réserve qu'on fasse un mandat de protection future authentique. Si vous associés mettent en place des mandats de protection future sous seing privé, c'est-à-dire soit par le biais d'un CERFA, parce qu'on peut faire des mandats de protection future uniquement en signant un CERFA, qui est ensuite enregistré aux impôts, sans passer ni par notaire ni par avocat. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de faire un mandat de protection future qui est cette fois-ci contresigné par avocat. Dans les deux cas, le gros souci, c'est que tous les actes de disposition
seront soumis à autorisation du juge des tutelles. On se place exactement dans la même situation que si on était en tutelle. Le mandataire de protection future sous seing privé a les mêmes pouvoirs qu'un tuteur. Donc, ça veut dire que tout ce qui va nécessiter l'autorisation du juge des tutelles en tutelle, eh bien, sera également soumis à autorisation en mandat de protection future sous seing privé. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas. L'avantage, c'est que vous n'allez pas interrompre tout ce qui est procuration, puisque c'est le mandat qui est activé. En revanche, si vous avez besoin de faire signer votre mandataire de protection future certains actes, il sera contraint de passer par une autorisation du juge des tutelles. Et c'est vrai que là, pour le coup, il n'y a vraiment pas de solution pour contourner ce problème. Maintenant qu'on a vu l'intérêt du mandat de protection future, la question c'est comment on fait pour faire en sorte que nos associés, si on estime qu'il y a un enjeu à vouloir, moi je pense par exemple au pacte d'associés qu'on signe dans les startups, si on a des associés fondateurs qui ont une part significative du capital, c'est quand même très gênant si jamais ils se retrouvent en incapacité, on va être paralysé pour la cession de la société. Et donc, on a vraiment un intérêt à mettre en place un mandat de protection future. Donc, effectivement, on peut imaginer, et c'est vraiment quelque chose qui est à imaginer, parce qu'aujourd'hui, il y a, on va dire, pas de pratique ou très, très peu de pratiques là-dessus. On peut tout à fait imaginer introduire dans les pactes d'associés une clause qui s'appellerait mandat de protection future, dans lequel on pourrait tout à fait envisager de prévoir un engagement de chaque associé ou de certains associés à conclure un mandat de protection future authentique. On pourrait l'imaginer, par exemple, pour une société avec un majoritaire et des associés minoritaires, où l'associé majoritaire met en place un mandat de protection future, mais pourquoi pas aussi les associés minoritaires pour pouvoir faciliter la reprise des titres, des actions, si jamais il devait y avoir une situation d'incapacité. Évidemment, pour que cet engagement il soit efficace, il faudrait réfléchir à une sanction en cas de défaut de signature ou défaut de maintien d'un mandat de protection future, parce qu'on peut très bien le révoquer ou y renoncer. Il faudrait prévoir une modalité de contrôle récurrent du maintien, de l'existence de ce mandat de protection future. Et enfin, on peut imaginer, ça c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation, mais il est tout à fait possible d'envisager que la charge financière de ce mandat de protection future soit assumée par la société, tout simplement si ce mandat de protection future a pour finalité d'assurer la continuité d'activité de l'entreprise. Et la gestion de son actionnariat peut en tout cas faciliter cette continuité d'activité. Donc voilà tous les éléments qu'on pourrait imaginer mettre dans une clause de ce type. L'idée, c'est d'exploiter la liberté contractuelle aussi de ce mandat de protection future. Il faut savoir que, en fait, on a toute liberté de désigner qui on souhaite. On peut désigner plusieurs mandataires, on peut désigner des mandataires qui ont tous les mêmes pouvoirs, mais on peut aussi prévoir des mandataires qui ont des pouvoirs spécifiques. Par exemple, on peut tout à fait imaginer prévoir un mandataire qui va gérer tout, sauf les titres de société, et un mandataire qui sera spécifiquement désigné pour gérer les titres de société. Et on peut tout à fait imaginer d'ailleurs mettre en place un mandat de protection future qui ne concernerait que la gestion des titres. Donc ça veut dire qu'on aurait un mandat de protection future qui s'activerait et qui ne concernerait que le vote et la vente d'actions de société. Dans les autres possibilités qui sont ouvertes par la liberté contractuelle, c'est qu'on peut tout à fait imaginer désigner un observateur. Et on pourrait envisager que, par exemple, le mandataire social de la société, si ce n'est pas lui, si ce n'est pas son propre mandat de protection future, soit désigné observateur pour s'assurer de l'existence et de la continuité de ce mandat de protection future. On peut aussi envisager de désigner un contrôleur spécifique pour la gestion des titres, auquel cas on pourrait choisir la même personne, par exemple, pour tous les associés. Dire que ce serait le même contrôleur spécifique pour la gestion des titres, aussi bien pour l'associé A, B que C. Voilà. Donc ça, c'est tout un tas de pratiques qu'on peut imaginer.
Enfin, on peut tout à fait, et ça c'est ce que nous, on apporte dans notre expertise, organiser la transmission de volonté en parallèle du mandat de protection future. C'est conforme à la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées qui prévoit qu'un mandat de protection future doit être, et d'ailleurs toute mesure de protection doit être exercée dans le respect des volontés de la personne. Et ce que dit la Cour de cassation, c'est que, en gros, ces volontés peuvent être exprimées par tout moyen. Et c'est la raison pour laquelle on s'est posé la question de savoir comment on pouvait exprimer ces volontés. Donc déjà, quel type de volonté on pourrait exprimer, ben, notamment le fait qu'il y ait un pacte d'associés. Et quand on est mandataire de protection future, eh ben, il faudra en respecter l'application. Voilà. Et après, on peut donner d'autres consignes, et notamment voilà, comment employer les dividendes, enfin, voilà, tout un tas d'autres volontés peuvent être exprimées, les modalités de vote en AG, etc., le maintien des conseils. Et donc, ces volontés, on peut imaginer les mettre dans le mandat de protection future en annexe. Le problème, c'est que on va avoir besoin d'actualiser potentiellement ces volontés. C'est la raison pour laquelle nous, on a imaginé un système de coffre-fort de volonté où on va pouvoir, déposer le pacte. Comme ça, le mandataire de protection future sait qu'il y a un pacte à respecter. Et où on va pouvoir exprimer un certain nombre de volontés complémentaires aux documents qu'on a déposés. Alors, ceci étant posé, on peut imaginer une clause qui prévoirait dans une première partie eh bien, l'engagement qui sont pris par les associés de conclure un mandat de protection future authentique. Dans une deuxième partie, prévoir qu'en cas de révocation ou de renonciation, parce qu'en fait, tant que le mandat n'est pas activé, il peut être révoqué par le mandant et il peut être faire l'objet d'une renonciation de la part des mandataires. Donc, on peut tout à fait imaginer voilà, l'engagement de re-signer un nouveau mandat de protection future en cas de révocation ou de renonciation. On peut aussi envisager le fait que le mandant doive justifier de la réalité de la signature de ce mandat de protection future et qu'il puisse de manière récurrente, par exemple tous les 2 ans, remettre une nouvelle attestation d'existence établie par le notaire rédacteur et qu'il puisse bénéficier du remboursement des frais qu'il a engagés pour mettre en place ce mandat de protection future qui peut être, dans certaines circonstances, pris en charge par la société. Et enfin, on peut prévoir une sanction qui serait donc la promesse, par exemple, mais on peut en imaginer d'autres, mais on va dire celle qui est particulièrement dissuasive, ce serait la promesse de cession des titres à leur valeur nominale qui pourrait être exercée par la société en cas d'infraction à certains articles, après mise en demeure, qui demeurerait infructueuse pendant une durée, par exemple, de 3 mois, pour en compter de la mise en demeure. Donc, ça permettrait effectivement de dissuader et d'amener vraiment les associés à mettre en place ce mandat de protection future. Alors, l'idée, c'est quand même de respecter quand même un minimum, on va dire, ne pas imposer un mandataire spécifique. L'idée, c'est d'imposer qu'il y ait un mandat de protection future, mais on pourrait aller plus loin et envisager que pour les titres, il y ait un mandataire de protection future qui soit spécifiquement une personne prévue. Après, voilà, c'est la pratique qui va se saisir de tout ça pour arriver, in fine, à peut-être introduire cette clause dans les pactes d'associés. Alors, il faut savoir que, juste en conclusion et pour ouvrir, on peut tout à fait convenir un mandat de protection future et une fiducie, ce qui permet là, dans ce cas-là, de confier d'ores et déjà, sous conditions suspensives, à un fiduciaire les titres qui seraient gérés vraiment par un professionnel spécifique dans le cadre d'une fiducie. Donc, ça peut être une option. Et les deux sont vraiment intéressants à combiner, sachant que vous avez un webinaire qui a déjà été fait dans les mois précédents sur ce sujet, donc que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Est-ce que vous pouvez expliciter brièvement, bien sûr, l'articulation entre mandat de protection future et fiducie? Alors, très brièvement, en fait, l'intérêt d'articuler les deux, c'est que si vous prévoyez une fiducie, vous pouvez la prévoir sous conditions suspensives et vous allez confier au fiduciaire la gestion des titres. Sous conditions suspensives,
de la survenance de l'incapacité qui sera constatée par l'activation du mandat de protection future. Et donc, le gros intérêt, c'est que vous allez confier le mandat de protection future, par exemple, à un de vos proches qui va gérer tout sauf les titres. Et en cas d'activation de ce mandat de protection future, ça activera automatiquement la fiducie et le fiduciaire se retrouvera donc cette fois-ci va se retrouver propriétaire entre guillemets des titres et, par le biais de la fiducie et il gérera les titres mais selon le contrat de fiducie. Voilà. Donc ça peut être intéressant si vous voulez désigner par exemple une personne morale pour gérer les titres parce que si vous voulez désigner une personne morale prédéfinie, du coup, la grosse difficulté, c'est que vous ne pouvez pas le faire en mandat de protection future. On ne peut désigner que des personnes physiques. Alors, on peut désigner une personne morale, mais c'est obligatoirement une association tutélaire, ce qui n'est pas forcément adapté au cas de la gestion de titres. Donc, si vous voulez pouvoir confier cette mission de gestion des titres de la personne qui se retrouve sous protection par une personne morale prédéfinie, vous allez devoir passer par une fiducie. Est-ce que ça vous clarifie? Alors, si j'ai bien compris, Oui. étant donné que le mandat de protection future ne peut être donné qu'à une personne physique, Oui. s'il y a une fiducie qui gère déjà certaines choses, on peut, dans le mandat de protection Non, future, en fait, alors je me c'est permets dans de le vous mandat couper. de protection future que ça doit être, que la fiducie doit être mentionnée, ou c'est dans le contrat de fiducie qu'on peut Oui, mentionner? c'est C'est ça. dans le Dans le contrat de contrat de fiducie. fiducie, en fait, on va faire un contrat de fiducie qui va prévoir qu'il ne s'activera qu'est sous conditions suspensives. C'est-à-dire qu'il est en dormance, ce contrat de fiducie. Et ce n'est qu'au cas où Ah, l'incapacité surviendrait que le contrat de fiducie se mettrait en œuvre. Et pour d'accord. ça, il faudrait constater l'incapacité par l'activation du mandat de protection future. Déactivation du mandat, ça active. Donc, il y a un mécanisme d'automatisation entre d'un côté le mandat de protection future et de l'autre la fiducie. Et donc, de ce fait, les titres ne seraient pas dans le champ d'intervention du mandat de protection future, mais dans celui de la fiducie. Et donc, le mandat de protection future concernerait tous les biens et la personne du mandant sauf ces actions qui auraient été spécifiquement placées, d'ailleurs pas toutes les actions, mais par exemple les actions d'une société spécifique qui représenteraient une valeur très importante, qui Mhm. justifierait qu'on le place plutôt dans une fiducie pour le mettre, on va dire, ne pas le laisser à la famille ou à la personne choisie spécifiquement. Et s'il y a déjà un contrat de fiducie qui gère, par exemple, Alors, s'il y a déjà un contrat de fiducie qui gère, là, vous n'avez pas besoin. on n'a pas Vous besoin. allez, voilà, vous allez avoir, D'accord. vous allez avoir besoin d'un mandat de protection future pour gérer le reste de la vie de la personne, mais vous avez moins cette difficulté. Puisque, en D'accord. gros, les biens ont déjà été mis sous fiducie. Le problème, c'est quand la fiducie va s'arrêter. Si vous n'avez pas de mandat de protection future, vous allez vous retrouver avec le risque voilà. Mais tout dépend parce que je sais qu'il y a certains, par exemple, pour le coup, je l'ai vu dans des startups où on mettait toutes les parts, toutes les actions dans une fiducie qui était confiée donc à un professionnel, typiquement un avocat. Et dans ce cas-là, effectivement, le souci, c'est le dénouement de la fiducie à terme, quoi. Merci beaucoup. Je vous en prie. On a une seconde question sur l'extranéité dans la conversation. Alors, avez-vous déjà eu des expériences à l'international? Exemple, mandant associé à protéger à l'étranger. Vaut-il mieux s'orienter vers le droit international de l'associé étranger concerné? Alors, en fait, en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre mandat de protection future, pour qu'il puisse être activé, il faut qu'au moment où l'activation est nécessaire, la personne réside en France si c'est un mandat de protection future de droit français. Puisque pour pouvoir l'activer, c'est tout bête, hein, pour aller au greffe des tutelles et faire activer votre mandat de protection future, il faut que vous justifiez que la résidence habituelle de la personne est dans le ressort du greffe des tutelles concernées. Donc ça va être compliqué, ne serait-ce que de l'activer. Alors c'est vrai que les règles de droit international font que même une personne qui est à l'étranger peut bénéficier d'une mesure de protection française sous condition de justifier que la personne a des intérêts en France et qu'il c'est nécessaire de mettre en place une mesure de protection, mais ça va être quand même assez compliqué. Donc c'est vrai que pour les personnes qui résident à l'étranger,
ça va être effectivement plus compliqué de le mettre en œuvre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de prévoir un mandat de protection future dans les deux pays qui sont, on va dire, potentiellement concernés par la personne, le pays d'origine peut-être et le pays, et d'articuler ces deux mandats l'un avec l'autre. Mais avec des éléments d'extranéité, c'est clair, le droit de la protection c'est vraiment très compliqué. Élodie pourrait vous en parler puisqu'elle a été tutrice et elle a eu l'occasion d'articuler des régimes juridiques complémentaires. Et c'est vraiment pas simple du tout, la gestion des mesures de protection. Tu peux mettre ton micro pour en témoigner. Euh, Oui, non, le seul témoignage que je peux avoir là-dessus, c'est mon désespoir euh, de faire reconnaître déjà les dispositions du droit français dans des pays où, voilà, quand il faut avoir un exéquatur quelque part, de suite, ça prend énormément de temps et c'est très compliqué de gérer alors, à l'étranger, effectivement, dans les et mesures en de protection complément. classiques. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une convention internationale qui reconnaît les mesures anticipées de type mandat de protection future dans différents pays. Et donc, ce qu'il faut aller regarder, c'est dans cette convention internationale, quels sont les pays qui ont reconnu. Et dans ce cas-là, on sait que la mise en œuvre du mandat de protection future, si elle s'articule sur deux pays, ça se passera tout à fait normalement. Enfin, ça se passera bien. Par contre, si le pays n'a pas adhéré à cette convention internationale, il y a de fortes chances que ce soit un véritable parcours du combattant. Donc, il faut vraiment regarder, effectivement, mais ce sera un parcours du combattant, j'ai envie de dire, avec ou sans mandat de protection future. Ce sera probablement moins avec mandat de protection future qu'avec les mesures de protection classiques. Mais on n'a pas un recul énorme sur la partie internationale pour une bonne raison qu'il y a encore assez. La pratique du mandat de protection future, déjà ne serait-ce que nationale, il n'y en a pas énormément. Donc, voilà. Mais c'est vrai que nous, on a étudié toute la dimension internationale et dire si c'est bien articulé, bien rédigé, ça peut tout à fait fonctionner. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. J'espère que ça vous aura été utile et que ça vous éclaire un peu sur une réflexion autour de la mise en œuvre du mandat de protection future articulé avec les questions de pacte d'associés.